Pour commencer par un truc hyper important, c'est beaucoup d'émotions, nous aussi nombreux, de voir retrouver des visages, des amis, des invités de notre séance. Je ne m'attendais pas à ça, et voilà. Mais c'est comme ça depuis presque 10 séances, donc encore merci à tous d'être là. Et on sera là à partir du mois de septembre pour prolonger cette idée qui est venue dans ma tête, un peu folle, de fan de Morricone et de cinéma surtout, et de cette salle. Et je pense que c'était vraiment le meilleur film pour finir cette première saison, parce que pour ceux qui vont découvrir, vous allez voir, c'est une ode à la salle de cinéma, au métier de projectionniste, à la cinéphilie, à faire des films, à les partager, et puis partager tout ça, c'est l'histoire d'amour. Donc je pense que tout le monde va s'y retrouver. À côté de moi aujourd'hui, j'ai Jean-Fabrice Chanaudy, qui est distributeur aux Acacias, qui a été plusieurs fois à l'honneur du Ciné-Club. En plus, contre toute attente, à mon sens, mais comme quoi il y a vraiment beaucoup de surprises, et puis c'est vous qui faites la vie des films, comme toujours. Le plus gros succès du Ciné-Club sur cette édition, ça a été l'avant-première du Grand Silence de Sergio Corbucci, un film assez rare, un western dans la neige, avec une très belle musique du maestro. Cette séance, elle est un petit peu particulière. Elle s'est un peu improvisée, j'ai envie de dire, comme toutes les autres. Hein, c'est ce que je dis, c'est à la fois un film, une BO, un invité, puis surtout partager des choses ensemble, et que ce ne soit pas une simple séance de cinéma. Et ça commence déjà par l'accueil que propose la salle avec le petit déjeuner, le café et tout ça. Et moi j'y tiens, donc voilà, j'espère que tout ça, on saura le faire à la rentrée. Et je remercie aussi très particulièrement Désirée, qui est la projectionniste du jour, parce qu'en fait, la deuxième partie de la séance, ça va se faire autour d'un blind test musical, qui sera une façon pour moi de préparer la deuxième saison, c'est-à-dire toujours de parler de Morricone et de parler d'un truc qui est complètement abstrait, c'est des sons de la musique. Et ce qui va faire très très bien dans un film, je vous invite à découvrir ici dans l'avant-première le 4 juillet, ce documentaire dont vous avez sans doute entendu parler, de Giuseppe Tornatore, qui s'appelle Ennio. Il sort le 6 juillet à travers toute la France, et ici une avant-première le 4, et c'est le tout dernier film de Giuseppe Tornatore, et aujourd'hui vous allez découvrir le tout premier film qu'ils ont fait ensemble. Ils en ont fait 8 ou 9, parce que il faut compter le tout dernier. Et que vous dire de plus, vous allez normalement tous récupérer un petit bulletin papier et un stylo. L'idée, vous verrez, hein, j'entends des gens qui disent j'y connais rien, etc. C'est pas possible, voilà. Venez participer. On va lancer 8 morceaux, les uns après les autres. Je vais donner quelques petites indications. Sur chaque morceau, il y aura 2 questions. Sur les 8 morceaux, il y a 4 morceaux, qui sont issus des séances qu'on vient de faire pendant cette première saison. Vous n'avez aucune excuse. Même si vous n'êtes pas venu, vous avez vu le programme. Donc je vous laisse vous rappeler les films qu'on a passés, et ça sert à ça. La cinéphilie et la musique, c'est se rappeler de ce qu'on a vu, et continuer de le partager. Donc voilà, j'espère que ce petit moment vous plaira. Jean-Fabrice va nous dire quelques mots autour du film. Juste, moi aussi, je voulais resituer ce film-là très particulièrement. Alors, comme vous, qui a jamais vu ce cinéma Paradiso? Bon, je n'étais pas tout seul, je pensais être un grand cinéphile, et je l'ai découvert l'année dernière pendant ce moment de refermeture des salles. Et pareil, j'ai été très, très, très touché. Donc je suis content qu'il y ait aussi plein de gens qui ont envie de le découvrir aujourd'hui. Pour moi, même, je pensais que c'était son premier film. Mais en fait, non, c'était son deuxième. Et avec ce deuxième film, donc, il ose, ou plutôt son producteur, demander la composition de la musique à Ennio Morricone. Et c'est le début d'une très très longue collaboration, puisqu'ensuite, ils n'ont jamais cité, il va faire toutes ses musiques de films. Mais juste, je voulais faire un petit... recycler le film un petit peu, parce qu'on vient de finir un dernier festival de Cannes, et à l'époque, le film avait eu le grand prix du jury ex aequo, avec aussi, j'ai un mémoire, je ne sais pas sûr, Trop belle pour toi, et c'est vrai que c'était une année très très particulière. En fait, tous les ans, on se dit, il y a des bons films, des mauvais films, des grands réalisateurs, des gens qui tiennent leurs promesses. Et cette année-là, juste pour vous donner une idée, il y avait donc le premier film de Jane Campion en compétition, qui était Sweetie. Vous avez Mystery Train, Le Temps des Gitans, Monsieur Léon, 12 Hours Racing, La Nuit retrouvée de Schasberg, Splendor, des Temps Escola, un autre film sur ce sujet de la salle de cinéma et l'importance du cinéma, Sexe, mensonge et vidéo, et Chimère de Pierre Devers, Jésus de Montréal. À l'époque, le
9h a été décerné à la section projet vidéo. Voilà, je te laisse la parole. J'ai été un petit peu long. Et surtout, par rapport à tout à l'heure, donc si vous voulez vous rapprocher, ou, voilà, et si vous montrez des papiers, des crayons, n'hésitez pas, et tout le monde a le droit de participer. L'idée, c'est que je ramasserai les copies pour mieux les dépouiller tranquillement. Je vous donne... Ça fait un peu bac, mais c'est pas grave. Je vous demande juste en fait votre mail ou un téléphone pour après vous recontacter, vous envoyer le petit cadeau qui sera soit un livre, une vidéo, un CD, voilà, des choses que vous avez pu pouvoir créer ici dans la petite table de vente de chaque séance. Je vous remercie beaucoup encore d'être là et je vous remercie Jean-Claude d'être un peu. Je dis toujours un truc. Maintenant, c'est qu'en fait, j'aimerais être ici le 15 juillet pour la séance des Léo. En fait, on ne l'a pas dit, mais tous les mois, on a découvert le documentaire. Et vous allez voir plusieurs avant-premières. Et donc, moi, je serais plutôt au Festival de La Rochelle, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Et le responsable du festival est dans la salle, c'est une habitude du cinéma. Je suis vraiment content. Vous avez un petit document qui annonce le festival. C'est un festival qui est ouvert à tout le monde, c'est pas un festival de professionnels, donc n'hésitez pas si vous voulez vous accréditer ou passer quelques jours au festival. Et cette année, autour des Mouricon, il y aura un moment particulier, puisque le festival cette année est aussi lié à Alain Delon, autour d'une journée avec Stéphane Lerouge, qui est notre premier invité, Stéphane Lerouge, qui est le responsable de la collection chez Universal, qui fait toutes les expéditions discographiques sur Mouricon. Et donc, autour de Delon et de Stéphane Lerouge et de Mouricon, il y aura une séance particulière sur le plan sicilien. Et aussi l'avant-première évidemment du documentaire Ennio à La Rochelle. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci à tous d'être présents. Moi je vais être très rapide parce que je suis juste le distributeur. C'est vraiment, je suis un commerçant. Non, en fait, Cinéma Paradiso, c'est un film très étrange pour moi parce qu'aujourd'hui je distribue le film, ça fait plusieurs années, on l'a ressorti en 2K, puis en 4K. L'année dernière, juste après la réouverture des salles, après le premier confinement, c'était il y a 2 ans. Le film faisait même la clôture du festival. Ouais, donc il fait la clôture du festival l'année dernière. Donc ça fait plusieurs années que je travaille sur ce film-là. Et pour moi, c'est un film complètement désarmant. C'est un film désarmant parce que sur le papier, Cinéma Paradiso, c'est à peu près tout ce qui, moi, en tant que cinéphile, ne m'intéresse pas sur le papier. C'est pas, vous voyez, dans l'histoire du cinéma italien, c'est pas la Dolcetta, c'est pas l'Aventura, c'est pas tous ces grands films-là, c'est pas ce qui, moi, me nourrit dans le cinéma. Et pourtant, c'est un film qui, dès la première vision, quand je l'ai vu à sa sortie, ça devait être en 89, et depuis toutes ces années où je l'ai revu 5, 6, 7 fois, je n'arrive même plus à compter combien de fois je l'ai vu, c'est un film qui est désarmant parce que je me dis à chaque fois, cette fois-ci, je ne vais pas l'aimer, et je n'irai pas au bout, et je ne me ferai pas emporter par l'émotion que je suis sur le film, et en fait, à chaque fois, je me fais avoir, et à chaque fois, je finis en larmes, et franchement, c'est un film qui défie, en fait, toute analyse. Et tout ça, c'est parce que c'est un film qui a à la fois dans le cinéma, une fois immuable dans le film, la projection face à l'écran, la lumière qui projette le film, et la communion d'êtres qui regardent le même film et qui ont la même émotion au même moment, en fait. Et d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle on est là ce matin. Donc c'est vraiment un hymne au cinéma, et il n'y en a pas d'autre, en fait, qui soit de cette force-là, en fait. Il y a à la fois de José Peter Natoré, le cinéaste, dont on suppose que c'est un film très autobiographique. Donc il y a évidemment à la fois de l'amour du cinéma, il y a quelque chose de très sincère du fait que c'est sa propre histoire. Il y a à la fois aussi que représente Jacques Perrin. Jacques Perrin, en même temps, dans sa présence dans le film, c'est aussi toute la mythologie qu'il représente, c'est-à-dire un acteur, réalisateur, producteur, qui toute sa vie, qui a consacré toute sa vie au cinéma, qui avait foi dans le pouvoir du cinéma, qui a essayé de surmonter beaucoup de défis, des choses qui semblaient impossibles, des romans inadaptables comme Le désert des Tartares, il l'a produit, des sujets qui n'étaient pas abordables au cinéma comme Indochine, il l'a fait, et puis il y a tout ce que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire tous les derniers films avec des défis techniques qui représentaient de filmer la nature, les animaux,
les peuples migrateurs, microcosmos, etc. Et puis c'est quelqu'un qui s'est beaucoup partagé entre la France et l'Italie, justement. Qui est producteur, je crois, un peu des Avatar. Ouais. Donc, une des BO de Morricone. Des BO de Morricone. Puis un film qu'on avait sorti au moment où elle avait été restaurée, parce que nous avait la grande chance de pouvoir travailler avec la caméra à cette époque-là, alors sur ce film-là, sur un documentaire qui s'appelait L'Empire du Milieu Sud. Donc voilà, il y a toute la mythologie qu'il apporte avec lui, et puis il y a évidemment la fois dans le cinéma d'Ennio Morricone, quand on a vu le documentaire, sans vous spoiler. Non, mais c'est important. D'ici quelques mots, moi j'en dirais quelques mots après, sans trop vous dévoiler les choses, mais continuer de se donner envie, puis d'aller vers un documentaire de 2h30 où vous en verrez pas 5 secondes. Et il parle à ce moment-là de. Alors, Ennio Morricone qui a plusieurs reprises, après toutes les décennies, il se disait je vais arrêter de faire du cinéma, je vais arrêter de faire du cinéma, donc il s'est dit ça au début des années 70, au début des années 80, au début des années 90, etc. Mais là, au moment où ce cinéma Paradiso va être réalisé, là, il avait vraiment, ce qu'on comprend dans le documentaire, qu'il avait vraiment décidé d'arrêter. On peut le comprendre, il a consacré vraiment toute sa vie à la musique de film plutôt qu'à la musique sérieuse, contemporaine, à l'enseignement, etc., ce à quoi il était voué quelque part. Et un peu avant, il a une BO qui est celle de Mission, dans laquelle il a mis énormément, il en est très très fier, on sent cette fierté-là. Et puis il y a des Oscars, normalement il y a le moment de la reconnaissance du milieu du cinéma envers sa BO. Et finalement c'est un Hancock pour Retour de Minuit, où il y a essentiellement des adaptations de classiques et assez peu de musique originale qui remportent l'Oscar, ce qui pour Morricone est vraiment une déception énorme en fait. Donc on peut comprendre à ce moment-là qu'il a envie de raccrocher et de passer à autre chose. Mais il y a cette proposition de Tornatore, Morricone commence par dire non, et puis après, dans sa tête, ce qu'on pense, c'est qu'il y a le sujet du film, le cinéma, la cinéphilie, etc. Et puis il revient vers Tornatore, il dit quand même, envoyez-moi vos scénarios et tout ça, et il le fait. Ça commençait toujours par ça en fait. Il y a les scénarios, quoi qu'il arrive, que ce soit un petit film ou une grosse production hollywoodienne, ça passait par là. Et là, on voit bien dans le documentaire, on voit bien qu'il y a une bascule, c'est-à-dire qu'il aurait très bien pu s'arrêter complètement à ce moment-là, et que ce projet-là tourne autour du cinéma et de la cinéphilie, c'est ce projet-là qui, à un moment donné, le remet dans le bateau et qui va recomposer tout un tas de vidéos pendant encore plusieurs années. Donc il y a vraiment une fois la fois du cinéma, la mort du cinéma qui transpire en fait dans tout le film. Et pour parler rapidement de la musique de Morricone, comme il s'agit d'un film intimiste, évidemment, c'est une petite formation, vous verrez, vous entendrez plutôt quelques cordes, un céleste, et puis quelques instruments solo, une guitare par-ci, un autre moment un saxo alto, un autre moment une flûte. Donc voilà, c'est une bande originale, en fait, une musique qui est très sobre, en fait, et très très belle, qui tourne autour de trois thèmes, de trois tonalités qui seraient la mélancolie, la nostalgie et l'amour, et de trois thèmes principaux. Le premier thème que vous entendrez au tout début du film, qui est Momo, Cinéma Paradiso. Il y a un thème autour du garçon Toto, en fait, qui est le deuxième thème, et le troisième qui est le thème amoureux, qui n'est pas composé par Ennio Morricone, mais qui est composé par son plus jeune fils, Andreas Morricone, qui c'est la première co-collaboration pour le cinéma. Donc il est tout jeune à ce moment-là, il va avoir 25 ans. Donc c'est aussi le début de quelque chose d'autre. Aussi, c'est le début d'une transmission. Voilà. Symboliquement, c'est vrai que le film il est vraiment très à part pour toutes ces personnes-là. Voilà. Donc, pour ce que tu dis sur Morricone, il avait donc 4 enfants, et en fait, le seul qui est devenu compositeur, c'est le seul, en fait, dès la sortie de ce film-là, même sur la pochette du disque, c'est bien précisé, Love Theme, by Andrea Morricone. Et à partir de là, c'est vrai qu'un petit peu dans l'ombre, il va souvent être dans d'autres projets, pas toujours déclarés, et au moment où Morricone envoie les maquettes à Tornatore, il ne dit même pas que c'est son fils. Et donc en fait, Tornatore approuve, et donc il lui dira quand même. Et ce qu'il faut savoir sur ce film-là, c'est que comme sur certains, et comme sur aussi les Sergio Leone, puisqu'en fait, ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, il y a en effet le déclic autour de Mission, qui le remet à un niveau international, et surtout, c'est juste après la perte de Sergio Leone qu'arrive ce jeune réalisateur de nulle part,
qui va être son nouveau frère de cinéma, même s'il est beaucoup plus jeune, et qui vont avoir la même complicité. Et comme pour Léon, sur Cinema Paradiso, Morricone va d'abord composer et enregistrer les morceaux avant le tournage du film. Et de même que pendant Il était une fois dans l'Ouest, ou même Il était une fois en Amérique, on lançait la musique pendant les prises, là ça va aussi nourrir le tournage de Cinema Paradiso. Voilà, c'était tout en fait pour moi. Donc je vous invite à, comme moi, depuis toutes ces années, à baisser les armes et à vous laisser emporter par l'émotion du film. Je vais aller donner les Kleenex, on peut décider. Ouais, vous laissez-vous aller, c'est le moment de l'air. Voilà. À tout à l'heure, merci beaucoup. Ah, il y a une question. Ah, c'est lui, 2h04. 2h04. Ah oui, pardon. Alors, on n'est pas rentré dans les détails, mais il faut aller très vite. Il y a eu une première version de 2h30 qui a commencé à circuler en Italie, à sortir, pas tout à fait marché. Et il y a eu un nouveau montage et qui est proposé justement au Festival de Cannes. Et c'est ce montage-là qui, d'un seul coup, fait éclater le film, enfin, exploser le film au niveau international et la carrière de... Qui réduit la partie adulte dans la Je voulais juste citer un nom, parce que c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'ai travaillé. C'était l'un des films préférés de ce film noir. Il adorait. En fait, on n'a pas parlé de l'autre comédien français, évidemment, qui est Philippe Noiret, mais on était resté sur Jacques Perrin, parce qu'en fait, inconsciemment aussi, choisir ce film-là, c'était rendre un dernier hommage aussi à Jacques Perrin, qui venait de disparaître, et puis je pense que c'était le bon moyen avant de se quitter, et puis surtout de se retrouver pour ceux qui viendront à l'avant-première du documentaire. Mais merci pour ce que tu as dit de Jacques Perrin, c'était un ami.